Nous sommes de retour avec nos invités Germain Pouli, Firmin Teko Agbo et Adam Adjorno. On va terminer par le Togo et ce séminaire gouvernemental. On va parler des nouvelles orientations de ce séminaire. C'était au nord du pays. Germain Pouli, vous avez écrit un article sur cela. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Oui, comme plusieurs médias, Togo Réveil s'est intéressé à ce séminaire gouvernemental qui a été couplé d'un conseil des ministres, donc qui a eu lieu à plus de 400 km de la capitale. Vous savez, depuis une dizaine de mois, avec la formation du nouveau gouvernement, donc en octobre 2020, il y a une nouvelle façon de diriger le pays. Et la chef du gouvernement l'a dit, c'est gouverner autrement. Et donc, il y a une planification qui est faite déjà à partir du plan national de développement, le PND. Après, il y a la feuille de route, qui a été en une quarantaine de points, qui doivent être exécutés. Et donc le chef de l'État a réuni ses ministres pour voir ce qui a été fait sur ces 40 points de la feuille de route et ce qui a été fait, comment ça a été fait, le défi à relever, ce qui reste à faire. Donc il y a des projets prioritaires qui ont été conduits par ce gouvernement, qui en même temps qu'il doit être porté sur la réalisation du PND, doit aussi agir pour lutter contre la pandémie qui a mis presque en difficulté absolue toutes les activités. Donc il faut préparer la relance et ça, il faut le faire en partant sur le secteur privé et sur les projets du gouvernement dans les secteurs vitaux au niveau du social. Et donc tout ça a été parcouru au niveau de ce séminaire-là. C'est un séminaire qui se fait en présence d'un coach, comme on a pu le constater, qui est un expert qui a beaucoup accompagné le Togo aussi dans l'élaboration et le suivi du PND. Vous savez que l'un des premiers séminaires inauguraux, c'est celui qui a permis de former les membres du gouvernement au budget programme, donc comment exécuter un budget programme afin que tous les ministères puissent consommer le budget qui leur est alloué à travers les différents projets dont ils ont la charge de la mise en œuvre. Donc le point a été fait avec ce séminaire-là, en présence du chef de l'État, et après le gouvernement a enchaîné donc avec un conseil des ministres qui a pris de très grandes décisions, notamment sur l'un des projets majeurs aujourd'hui au Togo, c'est la plateforme industrielle d'Adétikopé Pia qui va connaître une très grande extension. Donc il y a un projet d'expropriation parce qu'on a besoin de terre pour agrandir donc cela, et ça a été fait. Il y a des points qui concerne la promotion des femmes au sein des forces armées avec le programme ELSI dont le Togo est bénéficiaire. Et puis sur la pandémie, il y a eu de grandes discussions qui ont été faites au niveau des emplois. Le ministre de la fonction publique a évoqué donc un programme sur l'emploi au Togo. Donc plusieurs décisions ont été prises lors de ce séminaire-là qui a été couplé par ce conseil de ministres. Adam Adjorno, le président de la République, visiblement, a un œil regardant sur ces sujets. Je pense que c'est de bonne guerre. Oui, vous savez, la plupart des reproches que font nos compatriotes togolais sur
et aussi bien la feuille de route et les initiatives du gouvernement, c'est le fait que ces initiatives n'ont pas véritablement d'impact sur la population. Et je pense que lorsque ces critiques-là surgissent, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Et le chef de l'État, vous allez le constater, lorsque ce quinquennat a un nom avec des segmentations où il faut les acter avec du positivisme. Et ça, le chef de l'État actuellement est très regardant sur ces aspects-là et veut, au niveau de cette feuille de route-là, dont lui-même il a eu à implémenter. Et donc, mandat est donné à la chef du gouvernement et au ministre de pouvoir donc l'exécuter sur le terrain. Donc, il y a lieu de faire une sommation de tout ça là, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de voir quels sont les ingrédients à pouvoir donc ajouter pour réajuster et pour avoir des impacts escomptés. Et partant de là, je pense que le Togo, depuis fort longtemps, a eu à pouvoir donc tirer meilleur profit de ce qui a marché ailleurs. Et en témoigne le fait qu'un coach est donc invité pour recadrer ou partager un certain nombre d'expériences avec ces ministres-là pour voir dans quelle mesure ils peuvent impacter, puisque la plupart, jamais le disait tantôt, nous avions constaté que c'est vrai que lorsque nous prenons l'année dernière, c'était sous le motif de Covid-19 qui a fait qu'il y a beaucoup ont des budgets qui n'ont pas pu consommer, compte tenu du fait qu'il y a eu réaffectation dans le cas social, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez donc des priorités à pouvoir donc engager? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement donc consommer tous ces budgets-là? Donc, tous ces appels-là méritent un œil regardant du chef de l'État qui a eu donc à convoquer ce séminaire gouvernemental pour réellement faire la sommation, regarder un peu tout le cheminement parcouru depuis que ce quinquennat, puisque vous savez beaucoup de projets, lorsque nous prenons le quinquennat 2020-2025, vous voyez là-dedans beaucoup de projets, que ce soit au niveau éducatif, de l'emploi, de l'assainissement, de l'eau, etc. Il veut véritablement voir qu'est-ce qui a pu être fait. Même si la chef du gouvernement, le Premier ministre, l'avait dit lors de sa présentation de politique générale, que lors de ce mandat, chaque ministre a obligation de pouvoir donc impacter, de présenter dans ces impacts. Je pense que nous en sommes là aujourd'hui. Donc, il appartient à chaque ministre, au regard de ce cheminement-là parcouru, que chacun puisse donc constater dans les avancées qui ont été donc consenties lors de ce quinquennat, puisque c'est à mi-parcours, nous l'avons titré pratiquement, que voilà, donc, il y a une sommation à mi-parcours, puisque nous sommes déjà à 2021, bientôt 2022. Si ce projet doit réussir, il faudrait déjà en 2021 qu'on ait des aspects de positivité. Et donc là, le chef de l'État a convié dans ces ministres-là pour s'enquérir de ce qui est fait véritablement sur le terrain. Si cela va, disons, à l'avantage de la population, ce qu'il faut améliorer. Et à la fin, et comme d'habitude, il y a eu donc ce conseil des ministres qui a clôturé les choses. Et toujours, vous savez, depuis très longtemps, le gouvernement avait estimé qu'il faisait donc une rotation dans diverses préfectures. Il y a eu des préfectures, ça avait commencé, ça n'a pas abouti. Et je pense qu'ils se sont retirés au nord du pays, et Kara naturellement, pour donc faire cet exercice-là et permettre de pouvoir contenir les ministres dans leurs droits et de pouvoir s'enquérir de ce chemin parcouru. Et je pense que c'est de bonne guerre et nous ne pouvons que l'encourager à toujours continuer dans ce sens-là, puisque les critiques persistent. Vous savez, le PND est là. Et on a dit aux Togolais que voilà, il y aura tel nombre d'emplois qui sont créés. Où en sommes-nous? Quelles sont donc les entreprises qui sont donc implantées? Quelles sont les motivations qui puissent donc pousser à la jeunesse de croire réellement qu'on aura dans des emplois, les 35 000 emplois qui sont donc annoncés et qui seront dans des emplois assez rémunérateurs pour la jeunesse togolaise. Et je pense qu'on ne peut que saluer cette initiative du gouvernement. Firoin Tekouago, les Togolais attendent des emplois et vous pensez véritablement que ces sorties peuvent permettre à vos compatriotes d'espérer avoir des emplois? Oui, ça peut en partie si on arrive à affiner la démarche. Vous savez ce que le gouvernement fait là, peut-être ça relève des 3 piliers de la démocratie, parce que quand on parle de la démocratie, souvent on parle de la transparence, de la culture du résultat, de la reddition des comptes. Donc ce qu'on a fait à Kara, c'est une manière de rendre compte à la population pour dire vous m'avez élu, voilà, je vous ai promu un certain nombre de projets, nous sommes en 2021, je suis à 4 ans de la fin de mon mandat, voilà ce que j'ai eu à réaliser, regardez, jugez-moi. Mais cela aurait été très cool si on associait un peu la presse à la démarche, dans la mesure où après
le séminaire après le Conseil des ministres, qu'au moins 3-4 ministres avec de grands projets, c'est la seule qui pilote de grands projets, viennent devant la presse et que la presse ait la possibilité de leur poser des questions par rapport à des projets, que ces ministres arrivent à s'expliquer, qu'ils arrivent à dire à la presse, voilà, avec ce projet, voilà ce que nous avons réalisé et voici, il y a 85% qui nous reste d'ici 2025. Donc si on arrive à faire ça, puis la population a écho de ça, on va se dire, oui, voilà, il y a des gens qui travaillent pour nous. Parce qu'ils ont fait ça, mais il y a quelques bribes d'opacité là encore, parce qu'on ne comprend pas exactement le fond, bien sûr. Donc, quand vous lisez un peu le communiqué du Conseil des ministres, on parle d'hectares, on parle de logements sociaux, on parle de Dalavé, je pense, hein, on parle de Dalavé, on cite un certain nombre de projets, on parle de Aditikopé aussi, mais ce n'est pas explicite, ce n'est pas à fond expliqué. On voudrait qu'à la prochaine étape, qu'on associe la presse. À la fin, que des ministres aillent devant la presse. Comme cela se fait ici au Conseil des ministres, c'est devenu une mode depuis un moment. Au moins, on permet à la presse de participer à cette conférence de presse. Maintenant, qu'on arrive à le faire, puis que ce soit beaucoup plus vivant, plus motivant. Donc, ça va donner du jus à ce qui est en train d'être fait. Sinon, c'est quelque chose de louable. C'est une très bonne chose. Mais je voudrais aussi qu'on insiste beaucoup plus sur Adam et Germain ont parlé beaucoup plus du social. Ça ne se ressent pas. Les efforts qui se font. Mais si on nous dit, demain on va nous dire que le FMI nous a donné un peu d'argent, après demain on nous dit la Banque mondiale nous a donné de l'argent, mais ça chauffe au pays. Qu'est-ce qui se passe? L'argent là, ça va où? Les sous là sont partis où? Ou c'est juste dans les BTP, c'est-à-dire on prend ces sous-là juste pour aller construire, mais les routes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire ça ne se ressent pas, ça ne se ressent pas. Et l'autre chose, je voudrais qu'on insiste à l'avenir, il y a bien sûr Aditikopé déjà qu'on appelle Pia, je voudrais qu'on insiste beaucoup plus sur la production locale. Parce que si on veut devenir un grand pays, une grande économie à l'avenir, si on n'insiste pas sur la production locale, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous. C'est-à-dire, la production, on met de l'argent dans la production locale et on consomme local, bien sûr, et on exporte les autres produits. C'est possible. Aujourd'hui, la semaine passée ou ce passé, on a appris que le Togo est le deuxième pays exportateur du soja. C'est déjà une bonne nouvelle. Il y a d'autres produits dont on peut encourager la production. Si les Chinois sont arrivés à cette étape aujourd'hui, c'est parce que tous les jours, les nouvelles routes de la soie, ça apporte beaucoup à la Chine. Ça rapporte beaucoup à la Chine. Il y a des trains qui quittent la Chine. Tous les jours, il y a des trains qui quittent la Chine pour aller en Europe, pour passer par l'Allemagne, la Belgique, la Russie, la Belgique, ou l'Allemagne. D'autres qui quittent la Chine ou des villes chinoises pour aller encore dans des villes asiatiques, dans d'autres villes asiatiques ou dans d'autres pays asiatiques. Donc, chaque jour, des trains quittent la Chine pour aller à l'extérieur. Parce que, et dans ces trains, ce qui est intéressant, dans ces trains, qu'est-ce que vous allez voir des vêtements, vous allez voir des portables, vous allez voir des imprimantes, vous allez voir tout ce qui a trait à l'informatique. Ça va à l'extérieur. C'est parce qu'on a mis du génie sur le plan local et c'est ce génie-là qui produit pour la population locale et c'est ce génie-là qui produit pour la population qui est à l'externe. Donc, je voudrais qu'on insiste beaucoup plus sur ça. Et là, on va encourager le génie togolais. On va encourager l'intelligence togolaise. On va encourager la production togolaise. Et là, il y aura à faire ici et à l'extérieur, on pourrait gagner de l'argent. Et ça qui va relancer un peu l'économie. Sinon, si on reste toujours dans ce petit coin-là et on ne veut pas trop viser comme les Chinois, comme les Japonais, comme d'autres peuples le font, on va stagner assez longtemps. J'aimerais pour lui, vos compatriotes attendent des réalisations concrètes après ce séminaire. Est-ce que vous avez senti des points où on peut souligner des réalisations très concrètes? Non, je pense que le séminaire, c'est en interne, hein, c'est pas destiné au peuple. C'est pour recadrer les choses, voir ce qui est fait. C'est pas le moment de faire le bilan. Il y a la chef du gouvernement qui a fait les 100 jours du gouvernement, un exercice assez réussi quand même avec la presse publique et privée. Et les questions étaient posées, ça a été d'ailleurs retransmis en direct. Je pense que ça va être l'occasion, peut-être quand le gouvernement fera un an, probablement qu'elle reviendra là, elle fera le bilan. Là, c'est que le gouvernement est suivi par le chef de l'État, qui s'assure, c'est vrai, il y a les conseils hebdomadaires, conseil des ministres, mais il y a ce séminaire-là
on voit au niveau de chaque ministère ce qui a été fait. Donc c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de diriger. Les ministres aussi vont à l'école de la gestion de la chose publique. Et ça, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, les ministères, ils ont signé des engagements pour avoir des résultats au bout d'un certain temps. Et vous constatez que dans la majorité des ministères, ça bouge un peu. Chaque ministre veut pouvoir être en règle avec ce qu'il a promis et ce pourquoi il s'est engagé. Maintenant, est-ce qu'on remarque des changements? Vous savez, le contexte de la Covid est venu anéantir un peu les efforts des dirigeants dans la plupart des pays où il y avait un début de croissance, où il y avait des prévisions de croissance assez intéressantes. Aujourd'hui, c'est difficile. La pandémie a fait asseoir l'économie. L'État a déjà des difficultés pour les recettes. Donc le budget a déjà été revu à la baisse pour 2021. Aujourd'hui, le gouvernement doit accompagner le secteur privé parce que c'est lui en réalité qui crée la richesse et les emplois, donc doit l'accompagner. Vous voyez aussi qu'en dehors des réunions des membres du gouvernement, le gouvernement se réunit avec les grands patrons des entreprises parce que c'est ces entreprises-là qui vont relancer l'économie du pays. Donc il faut maintenant financer la relance. Et c'est ce que le chef de l'État est allé au sommet de Paris avec une vingtaine d'autres présidents négocier sur le plan mondial parce que l'Afrique n'a pas de ces réserves-là qui permettent, comme dans les pays occidentaux et aux États-Unis, qu'on fasse des prêts au pays parce qu'ils peuvent rembourser parce qu'ils ont des réserves qui garantissent. Donc, il a fallu trouver un mécanisme avec l'appui de la France pour que ces pays anglophones et francophones d'Afrique qui étaient à Paris puissent bénéficier d'un mécanisme où la Banque mondiale, le FMI, la SFI aussi puissent financer et ces pays africains-là est relancé. Aujourd'hui, c'est un problème d'argent. Il n'y a plus d'argent en interne parce que la majorité les machines qui produisent, qui sont les entreprises privées, ont été touchées par la pandémie. Il faut injecter de l'argent dans ces entreprises-là, les aider. Il y a des plans de relance, mais aujourd'hui, c'est des moyens financiers qu'on a besoin. Et le Togo, à l'international, s'attelle à trouver ces moyens-là, mais en même temps, en interne aussi, il fait des efforts. Donc, on espère que la lutte contre la pandémie aussi, aujourd'hui, les gens doivent comprendre que c'est lié au développement, parce que si on ne se protège pas et qu'on ne lutte pas efficacement, qu'on ne repousse pas la pandémie, sur le plan économique et social, on va avoir des retombées assez complexes à supporter. Et donc, vous verrez que lors de ce conseil aussi, il a été question de la pandémie et surtout encourager les populations à se vacciner. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on voit les fruits de ces efforts-là. On les voit un peu. On a vu un peu avec nos ici, là, au profit. Que ça va venir plus. Oui, je pense que les emplois seront créés, surtout avec la plateforme industrielle, ça c'est sûr. Mais au niveau des entreprises privées aussi, je crois que l'idée c'est l'entrepreneuriat, encourager les jeunes à entreprendre. Il y a plusieurs programmes qui les accompagnent déjà. Mais ces entreprises qui ont été créées par les jeunes ont eu des difficultés pendant la pandémie. Et il y a eu des fonds pour relancer ces entreprises-là au niveau du FMI, au niveau d'Ecobank aussi, le gouvernement a négocié. Mais je crois qu'il faut aller au-delà, il faut en faire un peu plus pour que l'État accompagne toutes les grandes entreprises, les petites et les moyennes entreprises, tous les secteurs privés en général, pour qu'il accompagne ce processus de développement-là, parce que le PND, c'est à 70% pratiquement le secteur privé. Et le secteur privé, c'est les investisseurs, soit ils viennent de l'étranger, soit ils sont des nationaux, mais qui sont des investisseurs. Donc, je crois que la pandémie aujourd'hui ne permet pas d'apprécier
à leur juste valeur les retombées de toutes ces réformes-là. Il faut en finir avec la pandémie, mais en même temps, il faut préparer la relance et c'est ce que le gouvernement essaie de faire. On espère qu'il tient le bon bout et que dans quelques mois, on va pouvoir ressentir un peu plus ses effets. Adam, au niveau de la pandémie, on a remarqué aussi que le guillet est en train de monter. Au niveau justement de ce séminaire, selon vous, qu'est-ce qui peut être dit? Non, mais les ministres sont toujours incités autour de que soit au niveau de leur département ministériel à pouvoir donc amener les gens au respect scrupuleux des mesures barrières qui sont aujourd'hui l'unique alternative qui puisse donc nous permettre, et avec cela s'ajoute aussi la vaccination, puisque je pense que le constat est unanime. Ceux qui présentent aujourd'hui les formes graves de la maladie, ce sont plus ceux qui ne sont pas vaccinés, puisqu'on constate de moins en moins que ceux qui sont vaccinés présentent moins des formes graves de la maladie. Ce qui prouve que le vaccin est l'unique alternative assez crédible et qui protège la population. Et c'est bien, même s'il y a des mesures où, disons, la sensibilisation va grand pas, mais au même moment, on constate qu'il y a aussi des réticences au niveau de cette pandémie-là. Moi, je pense qu'au niveau de ce séminaire gouvernemental, sans pouvoir donc faire activer la méthode forte, amener les gens à comprendre aisément que les motivations de par le passé qui étaient donc à la bout de tout un chacun pour être beaucoup plus méfiants face à cette vaccination ne sont plus à l'ordre du jour, puisque de toutes les façons, il y a beaucoup de Togolais qui sont vaccinés et ce qu'on prédisait par le passé n'est plus d'actualité. Donc chacun peut se rendre compte que le vaccin est aujourd'hui très efficace et nous devons tous nous mobiliser pour se vacciner. Si tel est qu'on on veut véritablement retrouver notre vie normale et avoir des impacts sur l'économie de notre pays, il faudrait naturellement que chacun puisse mettre cette pandémie-là derrière lui et regarder en face. Puisqu'il faut nuancer. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une crise sanitaire. Au même moment, nous avons une crise économique également qui nous entoure. Donc, ce que nous devons faire pour retrouver donc les performances économiques du Togo avant même cette crise-là, c'est de nous faire vacciner pour arriver à cette immunité collective et retrouver ces performances-là pour repenser donc le développement et l'emploi des jeunes. Au niveau de l'emploi, justement, la transition, elle est bien plantée, la plateforme industrielle et puis l'effort des autorités sont là pour donner un peu d'espoir à cette jeunesse. Oui, je pense que... non, hier, je débattais avec quelqu'un sur une chaîne, et puis la personne disait que c'est comme le Togo fait des efforts pour devenir la Suisse, la véritable Suisse africaine, comme au début des années 60, comme les toutes premières autorités du Togo l'avaient dit, faire du Togo la Suisse de l'Afrique. La personne disait que les autorités actuelles sont aussi dans cette dynamique, parce que quand vous voyez les Suisses, ce qu'ils font souvent, c'est de promouvoir la formation professionnelle. Donc peut-être que le Togo est aussi dans cette dynamique, et c'est ce qu'on voit avec IFAD, et c'est ce qu'on voit aussi avec la PIA, la plateforme industrielle d'Atiti-Copé. Si on peut promouvoir ça, ça sera une très bonne chose. Si on peut promouvoir ça, ça sera une très bonne chose, parce que nous avons des diplômés dans le pays. On a assez de diplômés, et chaque année, c'est des milliers de diplômés qui sont déversés sur le marché. Ces diplômés souffrent parce que la plupart ne sont pas compétitifs sur le marché de l'emploi. Vous imaginez, les gens de leur maîtrise, les gens ont leur master, mais ils ne peuvent pas être embauchés parce qu'il leur manque cette formation professionnelle-là. Cette formation professionnelle, ils en ont besoin, mais il va falloir que l'État accentue ou poursuive ses efforts qu'il a déjà engagés pour qu'à l'avenir, qu'on ait moins de chômeurs dans ce pays. Ce que les Suisses ont fait, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme qui peut nous inspirer. Et puis, j'ai aussi appris quelque chose chez les Chinois, parce que moi je les regarde, je les lis beaucoup. C'est vrai, pourquoi vous parlez souvent de... Oui, je parle pas parce que je me demande comment ils ont fait pour atteindre ce niveau économique, ce niveau de développement. Vous savez ce que les Chinois font souvent quand ils voient dans leur lycée, dans leurs universités, quand ils voient que les enfants aussi étudiants ou élèves soit-ils, quand ils sont à la fin, à 2 mois ou à 3 mois ou à 12 mois
de leur parcours, de la fin de leur parcours, qu'est-ce qu'ils font? Et ils négocient avec des chefs d'entreprise. Et ces jeunes-là, ces jeunes élèves ou étudiants, ils vont, les responsables d'école ou d'université, vont présenter ces jeunes aux chefs d'entreprise et leur disent, vous savez, nos jeunes sont en train de finir, qu'est-ce que vous leur proposez? Est-ce que vous leur proposez des stages aujourd'hui? Est-ce que vous leur proposez des stages après le stage? Est-ce que vous pourrez les engager? Donc ça devient des liens très forts entre les responsables d'école, entre les universités, les écoles et les entreprises. Et ils font ça en Chine et aussi à l'extérieur où sont plantées des entreprises chinoises. Donc je pense que ce sont des choses qu'on peut développer. On peut développer, bien sûr, mais en partant des entreprises locales. Si on n'arrive pas à promouvoir des entreprises locales, Germain Pouliot a dit quelque chose d'important tout à l'heure, qu'on injecte de l'argent au niveau des entreprises, des jeunes qui sont tombés en faillite ou dont les entreprises sont tombées en faillite, on injecte de l'argent. Mais il faut mettre aussi un accent sur, comme je le disais tout à l'heure, la production locale, mais au niveau des entreprises locales. Parce qu'on ne peut pas dire on veut des investisseurs, alors qu'il y a aussi des talents chez nous. On peut injecter de l'argent dans la masse pour que des jeunes puissent entreprendre et puissent être sécurisés. Et aussi que les fiscs ne les dérangent pas assez. C'est-à-dire des jeunes qui viennent à peine de commencer, n'ont pas encore fait assez de bénéfices. Maintenant, il y a l'OTA qui se pointe. C'est aussi des choses très difficiles. Il faut aussi regarder à ce niveau. L'autre chose que je voudrais souligner, peut-être avant de vous redonner la parole, parce qu'on dit que nous sommes presque à la fin. Presque à la fin. On a encore 1 minute et demie. 1 minute et demie. Vous savez, Germain Pouliot a dit ça, remarquez, il dit on injecte de l'argent au niveau des jeunes pour les aider à entreprendre et à se relever. Mais et la masse? On peut créer des entreprises, mais s'il n'y a pas en retour un pouvoir d'achat conséquent, il serait difficile, la consommation serait vraiment difficile. C'est-à-dire, on va créer, supposons qu'on crée une petite unité de vente de Puyota. S'il n'y a pas de l'autre côté, une population consommatrice, ça va être difficile. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat conséquent. Là, il faut qu'on injecte de l'argent dans la masse. Il faut qu'on trouve des mécanismes conventionnels, des mécanismes peut-être officiels pour injecter de l'argent. Je le dis toujours, les Occidentaux ont trouvé des mécanismes. Aux États-Unis, si vous perdez votre boulot, l'État s'occupe de vous au moins pendant 6 mois pour vous aider à vous nourrir, pour vous aider à faire vos petits achats et pour vous aider à trouver d'autres boulots. En France, vous êtes chômeur, vous avez le RMI, le revenu minimum interprofessionnel, ou le RSA, le revenu de solidarité active. C'est pour des gens qui ne font rien, des gens qui trouvent du boulot, qui cherchent du boulot. Mais si on peut trouver, officialiser ça, formaliser ça, comme on a commencé avec nos vici, si on peut accentuer, mettre encore des projecteurs sur ça, demander aux partenaires de nous soutenir à ce niveau, je pense que tout le monde aura un peu, le pouvoir d'achat sera un peu relevé et ce sera une bonne nouvelle pour les entreprises, ce sera une bonne nouvelle pour les investisseurs et ce sera une bonne nouvelle pour le fisc de l'État. Et ça, c'est votre dernier mot. Oui, dernier mot également. Germain Pouliot, vous aurez aussi 30 secondes seulement. Non, je crois que tout ça, c'est une question de recette. Hein. En Occident, on fait tout cela parce que les impôts rapportent beaucoup. Aujourd'hui, déjà, la taxe d'habitation, c'est difficile de la percevoir. En Occident, tout ce que vous consommez, vous payez la TVA indirectement. Il y a plein de taxes. Les riches paient pour les pauvres. Et donc, ça fonctionne. Ici, on n'arrive pas totalement à le faire. Il y a des riches ici. Oui, mais un riche, c'est relatif. Hein. Quelqu'un qui a une voiture, par exemple, on suppose qu'il est riche. Il n'est pas riche. Donc, il doit payer la taxe sur le moteur, par exemple. Il dit non. Or, on estime que pour avoir une voiture, c'est que vous êtes... voilà, donc, vous avez une maison, vous devez payer quand même la taxe foncière et tout ça. Donc, ça veut dire que vous êtes riche. Donc, les riches, en général, cotisent et ça permet de prendre en charge les pauvres. Et donc, ici encore, les impôts ne rapportent pas suffisamment et puis nous ne produisons pas aussi assez. Je suis d'accord pour la consommation locale. Il faut produire. Après, il faut qu'il y ait une consommation des consommateurs pour que ça marche. Donc, le gouvernement essaie. Maintenant, il faut qu'on s'approprie ce mot du consommer local qui arrive en octobre, mais bien avant que chacun achète ce qui est produit au Togo. Parce que c'est produit au Togo d'abord. Pas forcément parce qu'il a besoin de ça, mais il faut encourager la jeune génération de producteurs qu'on a. Et pour qu'ils améliorent, c'est vrai, on leur reproche parfois quelques petites imperfections sur certains produits, mais on doit encourager et leur donner les moyens de poursuivre. Adam Badjiramou. Oui, moi je pense que cette jeunesse est beaucoup plus privilégiée dans les projets programmes, justement pour impacter cette masse-là, pour relever un peu le pouvoir d'achat, puisqu'elle constitue la proportion la plus élevée de la population. Et lorsque vous l'impactez, vous impactez la masse.
Merci beaucoup à vous, Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à vous, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique. Merci à vous également pour l'attention toujours particulière accordée à notre émission. On se retrouve donc la prochaine fois. Nos programmes se poursuivent.